La signature définitive de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles paraphé fin août est prévue le 2 octobre à Djouba au Soudan du Sud. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le chef des médiateurs. Des parlementaires représentant les deux camps libyens se sont rencontrés à Bouznika, au sud de la capitale marocaine Rabat. Cette rencontre vise à ramener la paix dans ce pays plongé dans le chaos après la mort de Kadhafi. Distribution d'aide en vue pour des réfugiés au Nigeria. L'annonce a été faite par le gouvernement qui entend ici porter assistance aux personnes qui subissent les affres des groupes djihadistes. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. La signature définitive de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles paraphé fin août est prévue pour le 2 octobre à Djouba au Soudan du Sud. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le chef des médiateurs d'après l'agence de presse soudanaise Souna. Reportage. Le chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité a annoncé que la signature définitive de l'accord de paix entre les parties soudanaises aura lieu le 2 octobre prochain dans la capitale, Djouba. Les autorités soudanaises de transition et plusieurs chefs du Front révolutionnaire de libération FRS, rassemblant des groupes rebelles, ont paraphé le 31 août un accord de paix historique visant à mettre fin à près de 2 décennies de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts, en particulier au Darfour, prévoyant le démantèlement de ces mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières soudanaises. Le texte aborde des questions aussi variées que la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés. Créé en 2011, le FRS est une alliance de 5 groupes armés et 4 mouvements politiques issus du Darfour et des États méridionaux du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Par ailleurs, le Premier ministre Abdallah Hamdok a signé vendredi un accord de cessation des hostilités avec le SPLM Nord d'Abdelaziz Al-Hilou, l'un des 2 derniers groupes rebelles, avec le mouvement de libération du Soudan d'Abdelwahid Nour ayant refusé à ce stade de se joindre à l'accord de Djouba. La paix avec les mouvements rebelles est la priorité du gouvernement soudanais de transition arrivé au pouvoir après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir en avril 2019, après des mois de contestation populaire. Distribution d'aide en vue pour des réfugiés au Nigeria. L'annonce a été faite par le gouvernement qui entend ainsi porter assistance aux personnes qui subissent les affres des groupes djihadistes dans le nord-est du pays. Le gouvernement nigérian a annoncé que l'armée allait procéder à des distributions d'aide alimentaire pour les réfugiés se trouvant dans les zones enclavées de l'État du Borno au nord-est du Nigeria. Certaines zones de cette région, ravagées par 10 ans d'insurrection djihadiste, sont rendues inaccessibles par l'insécurité et les inondations qui rendent les routes impraticables. La ministre nigériane des Affaires humanitaires a inspecté ce week-end les avions de l'armée de l'air qui vont convoyer l'aide humanitaire dans ces zones isolées. L'opération conduite par l'armée de l'air nigériane doit bénéficier à plus de 152 000 déplacés internes dans les zones reculées de cette région. Les restrictions de mouvement liées à la crise du coronavirus, la saison des pluies et l'insécurité rendent l'accès aux populations particulièrement difficile pour les organisations non gouvernementales. Le principe d'une collaboration entre les forces de sécurité nigérianes et les organisations humanitaires a été acté au mois de novembre lors d'une réunion des acteurs à Maïdougouri. Selon les Nations Unies, l'insécurité alimentaire est alarmante dans les États du Borno, d'Adamawa et Yobe, les plus touchés par le conflit djihadiste. Dans ces 3 régions, plus de 10 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie, soit 4 personnes sur 5. C'est le nombre le plus élevé depuis 5 ans, selon l'ONU.
Des parlementaires représentant les deux camps libyens, le gouvernement d'union nationale basé à l'ouest et en pouvoir à l'est incarné par le maréchal Khalifa Haftar se sont rencontrés à Bouznika au Maroc, bien sûr au sud-est de la capitale Rabat. Cette rencontre vise à ramener la paix dans une Libye plongée dans le chaos après la mort de Muammar Kadhafi. Le Royaume est prêt à mettre à disposition des Libyens un espace pour qu'ils puissent discuter selon leur volonté et applaudira quel que soit le résultat, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine peu avant le début des discussions. Celle-ci se déroule à huis clos dans un grand complexe touristique de la ville côtière de Bouznika. À l'initiative du Maroc, le dialogue libyen réunit 2 délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le Maroc n'a pas d'agenda ni d'initiative à présenter, a ajouté Nasser Bourita, en appelant à une solution par les Libyens sous l'égide des Nations Unies. Dans le même temps, dimanche, à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan discutait avec Fayez al-Sarraj, chef du GNA, a indiqué sans autre détail la présidence turque sur Twitter en publiant 2 photos des 2 hommes. Sur fond d'implications étrangères croissantes, la Libye est déchirée depuis 2015 entre 2 pouvoirs. Les 2 camps en conflit ont annoncé le 22 août séparément un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Avant ce cessez-le-feu, l'interférence d'armées étrangères a exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie dans le camp Haftar, et de l'autre, la Turquie et le Qatar. Les principaux pays concernés avaient promis en janvier de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires internes libyennes à l'issue d'un sommet à Berlin. C'est au Maroc qu'a été conclu le 17 décembre 2015, sous l'égide de l'ONU, l'accord de règlement politique de Skhirat, en vertu duquel a été créé le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled al-Meshri, ont été reçus en juillet, séparément à Rabat, par le chef de la diplomatie marocaine. Au Burkina Faso, cette fois, Kadri Désiré Ouedraogo a été investi ce dimanche comme candidat pour la présidentielle de novembre prochain. C'est le parti, le mouvement Agir Ensemble et ses partis alliés qui l'ont choisi pour défendre leurs couleurs face au président sortant, Roch Marc Christian Kaboré. L'ex-premier ministre de Blaise Compaoré et ex-président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, a été investi ce dimanche à Bobo Dioulasso comme candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est le mouvement Agir Ensemble et ses partis alliés qui l'ont choisi pour défendre leurs couleurs. Accueilli en fanfare, il a reçu des mains de jeunes venus de 13 régions du pays l'attestation d'investiture et le drapeau national. Selon Boubacar Diallo, président du mouvement Agir Ensemble, plusieurs raisons expliquent ce choix. Les 3 mouvements associatifs avaient déjà identifié que Kadri Désiré Ouedraogo était la personne la mieux placée pour conduire la destinée de notre pays, déclare-t-il. Tout en acceptant cette investiture comme candidat pour la présidentielle, Kadri Désiré Ouedraogo dit reconnaître la lourdeur de la responsabilité pour redresser et sauver le Burkina Faso. J'accepte aussi cette investiture parce que nous sommes tous témoins, malheureusement, des résultats calamiteux enregistrés par notre pays sur les plans de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble, a-t-il déclaré. Celui qui se présente déjà comme le futur capitaine du navire Burkina Faso appelle au rassemblement pour sortir le pays de l'obscurité dans laquelle il est plongé. Les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le 22 novembre prochain et une dizaine de candidats sont déjà déclarés. En Guinée, l'ancien Premier ministre et principal opposant Cellou Dalein Diallo a annoncé également sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il a également fait part de son intention de continuer à se battre contre un troisième mandat du président Alpha Condé, déjà candidat à sa propre succession. En plus des manifestations pacifiques contre le 3e mandat d'Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques de Guinée a aussi décidé de se battre dans les urnes contre ce 3e mandat. Pour ce faire, le parti a désigné son chef Cellou Dalein Diallo pour le représenter à la présidentielle du 18 octobre prochain. 2020 n'est pas 2010. 2020 ne sera pas 2010. Encore moins 2015. Nous sommes prêts. Nous
de cet exaltant projet commun, celui de libérer notre pays de la dictature, que j'accepte votre décision de m'insérer comme candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. M. Alpha Condé n'a pas de bilan. Il n'a que des promesses. Donc nous allons le battre, nous allons l'écraser pendant ces élections pour faire honneur aux 200 jeunes qui sont tués. Parce que laisser Alpha Condé organiser les élections, il va s'autoproclamer comme président et on ne pourra absolument rien faire. C'est dans les urnes qu'on va l'affronter et c'est dans les urnes qu'on va le battre. Cellou Dalein Diallo est le 8e candidat déclaré pour la présidentielle du 18 octobre prochain. La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle expire mardi à minuit. 4 candidats, dont Alpha Condé, ont déjà déposé officiellement leur dossier. En Tunisie, un membre de la garde nationale a été tué ce dimanche matin dans une station balnéaire de l'Est du pays au cours d'une attaque terroriste. Et cette attaque aujourd'hui est revendiquée par le groupe État islamique. Une patrouille de 2 agents de la garde nationale a été victime d'une attaque au couteau à Sousse. L'un d'eux est tombé en martyr et l'autre, blessé, est hospitalisé. Les forces de sécurité ont poursuivi les assaillants qui avaient volé la voiture de la patrouille et s'étaient emparés des pistolets des victimes, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Tout en précisant que la voiture de la garde nationale et les armes avaient été récupérées par les forces de l'ordre, Oussem Eddine Djebabli a également indiqué que 3 terroristes ont été tués dans un échange de tirs. L'attaque et la poursuite des assaillants ont eu lieu dans le quartier d'Akouda, dans la zone touristique d'El Kantaoui, selon la garde nationale. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort des 3 assaillants dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, sans donner davantage de détails. Le président tunisien Kaïs Saïed, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a indiqué lors d'une discussion avec un responsable sécuritaire que les assaillants avaient heurté les 2 gendarmes, puis les avaient poignardés. La ville de Sousse, où a été tué le gendarme ce dimanche, a notamment été le théâtre d'une attaque djihadiste meurtrière en 2015. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.